continue avec un nouvel épisode de Sécurité Web, où ici on parlera de l'une des failles de sécurité les plus exploitées par les pirates. Il s'agit de la faille XSS. J'avais déjà fait une telle vidéo auparavant, mais vous savez ce qui lui est arrivé récemment. Du coup je vais la refaire, mais en plus safe, et surtout avec du contenu en plus grande quantité et de meilleure qualité. Mais comment ça marche tout ça? Quel est le principe de base derrière la faille XSS? Alors déjà, une grande partie des failles sur les sites internet ou sur des logiciels se résume uniquement à la possibilité d'injecter et d'exécuter du code malveillant que l'on aura choisi juste avant. Une fois que l'attaquant aura réussi à faire ça, il pourra quasiment tout faire sur la machine ou sur le navigateur selon le niveau de privilège de la victime. Car avec du code, retenez bien ça, on peut quasiment tout faire. Et l'idée c'est qu'avec une faille XSS, on pourra exécuter du code JavaScript qu'on aura choisi sur le navigateur de la victime. Le code JavaScript en développement web, il permet d'interagir avec le navigateur et la page. Par exemple, il sera possible de bouger, de modifier, de supprimer des éléments sur la page, comme du texte, des images, etc. Mais aussi se connecter à un serveur, récupérer des informations sensibles ou même créer des jeux vidéo, ainsi que des choses malveillantes. Et c'est ça qui va nous intéresser. Pour information, XSS veut dire Cross-Site Scripting. Alors oui, les initiales c'est CSS, mais le CSS comme initial c'est déjà pris. Le CSS est un langage qui permet de modifier les éléments comme du texte ou des images et de les styliser sur la page. Si on disait faille CSS, ça ferait un petit peu bizarre. Voici un petit exemple de comment ça marche. J'ai fait un petit site internet que je stocke moi-même en local sur mon ordinateur, et il possède une fonctionnalité, un petit chat, où les deux utilisateurs, user et admin, peuvent communiquer entre eux. Ici, les deux utilisateurs seront sur des navigateurs différents. Cela revient exactement au même que s'ils étaient sur des ordinateurs différents. Et on voit qu'on peut poster des messages, et si l'on rafraîchit la page, les messages s'affichent. Ok, c'est très bien, le chat a l'air de marcher. Maintenant, à la place de poster un message, on va essayer de poster une image. Si je poste le lien de l'image tout court sur le chat, on voit que ça ne marche pas vraiment. On a juste le texte qui s'affiche. Et c'est normal, le lien de l'image, ça reste du texte après tout. Maintenant, on va essayer de ruser un petit peu. Quand on a posté le message, il s'est d'abord enregistré dans une base de données, pour être stocké de façon permanente là-bas. Puis, lors du chargement de la page, le navigateur récupère ce qu'il y a dans la base de données, pour l'afficher dans le navigateur sous format HTML, dans des balises, donc dans des bouts de code nommés P. Ici, P comme paragraphe, indiquant que c'est du texte. Et c'est la même chose pour le lien de l'image, le lien sera entre des balises P. Ainsi, le navigateur l'a interprété comme du texte, pour l'afficher après. Mais maintenant, on va tromper le navigateur. On sait que la syntaxe pour afficher une image est celle-là, avec le lien de l'image dans l'attribut src. Et si on poste ça dans le chat, que se passe-t-il? Ça va d'abord être stocké dans la base de données, puis quand le client va charger la page, ça sera toute la balise IMG qui sera chargée. Et ainsi, l'image sera interprétée par le navigateur comme de l'HTML et non du texte brut entre des balises P. Et ainsi, l'image s'affichera, car on a mis une balise IMG valide. Ok, mais imaginons maintenant qu'au lieu de poster une simple image, je poste autre chose, comme par exemple du code JavaScript. On sait que la balise pour du JavaScript, c'est script, et dedans je peux mettre tout le code JavaScript que je veux. Comme pour l'image, sachez que c'est 100% possible. Pour tester ça, je vais mettre un script basique qui va juste afficher OK sur le navigateur. Et on va le poster. Il sera donc enregistré dans la base de données. Une fois que le client va se connecter, il va charger le script dans l'HTML et cela va être interprété par le navigateur comme du JavaScript. Et bingo, on voit que ça marche. C'est très bien, on a réussi à exécuter du code JavaScript. On verra après comment une personne pourra faire des choses malveillantes avec. Je précise que cette faille s'appelle une faille XSS stockée, une faille XSS permanente, car à chaque fois qu'on va recharger la page, le code JavaScript va s'exécuter une nouvelle fois. Pourquoi? Car le serveur va charger tous les messages dans la base de données, et cela comprend le message avec le code JavaScript malveillant. Ainsi, quand une personne va accéder à cette page, elle sera ciblée par le code malveillant. Mais ce n'est pas le seul type de faille XSS. Il y a également la faille XSS réfléchie, ou la faille XSS temporaire. Comme vous l'avez deviné, à l'inverse de la faille XSS stockée, elle est temporaire et ne marche plus après avoir changé de page. Voici un petit exemple, vous êtes sur un site web et plus précisément sur la page web list.php, qui affiche une liste de musique.
et toutes les 10 musiques, vous changez de page. Le site indique également sous forme de texte sur quelle page vous êtes. Et pour savoir sur quelle page vous êtes, il y a un paramètre page dans l'URL qui indique au serveur que la page peut changer, comme par exemple page est égale à 1, page est égale à 2, page est égale à 7, etc., qui varie bien sûr selon le numéro de la page. Ainsi, si on modifie le paramètre page directement dans l'URL à 10, on ira à la page 10. Mais maintenant, j'aimerais vous poser une question. Que se passe-t-il si à la place de 10, on met du texte par exemple, du texte XXXXX? Eh bien, si le site est mal conçu, après le chargement de la page, le contenu du paramètre sera affiché. Donc ici, vous êtes à la page XXXXX, à la place d'un vrai numéro de page, même si plus aucune musique s'affiche car la page XXXX n'existe pas. Et là, vous l'aurez deviné, pour exploiter XSS, on va mettre du JavaScript dans le paramètre page, comme notre bout de code qui affiche OK. La page ne contiendra pas le numéro de la page, mais carrément tout le code qui sera interprété comme de l'HTML et du JavaScript, donc notre petit script. Et on voit que bingo, cela marche à la perfection. Le OK s'affiche, et on a donc réussi à exécuter du code JavaScript. Maintenant, ce lien, une personne malveillante pourra l'envoyer à n'importe qui, notamment dans un email malveillant. Comme quoi, vous avez la preuve qu'il est possible de se faire pirater seulement en cliquant sur un lien, même si ce n'est pas hyper commun. Mais il y a une différence avec le premier cas. La modification est temporaire. Cela veut dire que si on clique sur la page 3 par exemple, eh bien il n'y a plus de code JavaScript dans le lien, et du coup plus de faille XSS. La page .php est vulnérable uniquement si on a injecté du code JavaScript dans l'URL. Ici c'est la faille XSS réfléchie. C'est pour ça qu'elle est temporaire. Mais maintenant, que peut-on faire de malveillant si on peut exécuter du code JavaScript sur un navigateur? La méthode la plus commune, c'est tout simplement dérober votre ID de session. Quand vous êtes connecté à un compte, la plupart du temps, le serveur sait que c'est vous et pas un autre grâce au cookie, notamment un cookie très spécial qui contient votre ID de session, qui est unique et qui est généré à chaque connexion, et que le serveur analyse à chaque fois que vous effectuez une action pour voir si c'est bien vous qui avez effectué l'action. Je dis bien à chaque fois car c'est uniquement si le serveur est bien codé. Et devinez quoi, vous avez accès au cookie de session en JavaScript grâce à la ligne de code document.cookie. L'intérêt c'est qu'avec du JavaScript, vous pourrez facilement l'envoyer dans un serveur distant et le récupérer grâce à une ligne de code. Par exemple, ce code en JS crée une nouvelle image, entre gros guillemets une image, et indique le lien de cette image dans l'attribut src. Mais dans le paramètre output dans l'image, il y a document.cookie qui permet de récupérer la liste des cookies pour ce nom de domaine. Quand le navigateur va charger l'image, il va envoyer une requête vers ce site et le serveur va enregistrer le contenu du paramètre, donc document.cookie et donc les cookies. Et ainsi, il suffira tout simplement de consulter le serveur, ce qu'il a enregistré, pour prendre les cookies et donc l'ID de session. Et après ça, en quelques clics, on peut mettre les cookies sur le navigateur et se faire passer pour la victime. Ici, l'image a juste servi à générer une requête pour envoyer les cookies. Alors attention, si le développeur est compétent et qu'il a quelques notions de sécurité, il peut mettre le cookie en HTTP only, ce qui signifie que le cookie ne sera pas accessible en JavaScript, mais que par le serveur, car le navigateur va l'en empêcher. Sinon, en JavaScript, il est également possible de récupérer les touches frappées par l'utilisateur et de les envoyer grâce à quelques lignes de code qu'on avait vues juste avant. Si vous faites du développement web, vous savez de quoi je parle, c'est un peu un keylogger web, mais en JavaScript, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est également très utilisé. Ce qui est bien en JavaScript, c'est que vous avez le contrôle de la page. Cela veut dire que vous pouvez faire cliquer un bouton à l'utilisateur à son insu, juste grâce à une simple ligne de code. Vous pouvez également envoyer un formulaire avec une simple ligne de code également. Grossièrement, vous pouvez contrôler les actions de l'utilisateur sans qu'il ne s'en rende compte, du temps que vous pouvez exécuter du JavaScript chez lui. Et si cet utilisateur est admin, eh bien c'est d'autant plus grave. Il est également possible de créer un faux champ de login, toujours en JavaScript, pour la personne, et faire en sorte pour qu'elle rentre ses identifiants dessus pour pouvoir après intercepter les mots de passe en JavaScript et les envoyer sur un serveur distant. Plus généralement, la page vous appartient, vous avez quasiment un pouvoir total dessus. Avec du code, vous pouvez faire beaucoup de choses. Parfois, si la victime utilise un navigateur vulnérable avec des failles de sécurité, comme par exemple les vieilles versions d'Internet Explorer, il sera possible pour l'attaquant de passer la protection du navigateur et d'exécuter du code directement sur votre ordinateur, et donc d'y injecter un virus. Ici, le danger, c'est que l'attaquant ait accès pas uniquement à votre page web et votre navigateur, mais à votre ordinateur. Et là, c'est beaucoup plus dangereux.
Mais comment peut-on se protéger de cette faille de sécurité? Alors déjà, pour qu'une personne tente d'exploiter XSS, elle doit injecter du code malveillant quelque part, comme par exemple dans l'URL, dans un formulaire ou encore autre part. Ici, la technique pour s'en protéger, ça sera tout simplement de vérifier chaque donnée que l'utilisateur soumet et qui s'affiche sur la page. Mais vraiment chaque donnée. S'il y a un champ qui n'est pas couvert, une attaque XSS est possible, et cela pourra être très dangereux. En développement web, on dit ne faites jamais confiance à l'utilisateur. Pour vérifier, c'est très simple, côté serveur, on détecte s'il y a du code JavaScript ou s'il y a des balises script ou encore quelque chose de suspect, et on bloque la connexion s'il y a un problème. Cela s'appelle un filtre, et attention, le filtre doit être bien fait, car il existe également des techniques pour outrepasser certains filtres. Quand on fait du développement web, j'en ai beaucoup fait à l'époque, si le cours est de qualité, on vous dira de ne jamais faire confiance à l'utilisateur, car l'utilisateur peut injecter absolument n'importe quoi dans les champs, y compris du code malveillant. Et ça ne concerne pas uniquement la faille XSS, mais aussi beaucoup d'autres failles web et logiciels. Une autre méthode consiste aussi à indiquer au navigateur de faire attention aux attaques XSS en insérant certaines entêtes dans la requête HTTP, c'est-à-dire dans la requête qui permet à votre navigateur de communiquer avec le serveur. Le navigateur pourra automatiquement détecter si certaines actions inhabituelles sont performées, comme l'envoi de cookies sur un serveur distant, ou encore s'il reconnaît des traces de bout de code malveillants, car les pirates utilisent très souvent les mêmes codes à quelque chose près. Pourquoi réinventer la roue quand on peut tout faire de façon automatique? Sinon, j'en ai fini pour aujourd'hui, vous connaissez maintenant les bases de la faille XSS. Si vous êtes intéressé par la cybersécurité, vous pouvez vous abonner à la lettre du hacker où je vous envoie par mail 1 à 3 fois par semaine des conseils pour apprendre la sécurité informatique, ainsi que du contenu confidentiel sur la cybersécurité que je ne poste pas sur YouTube pour des raisons évidentes. Le lien est dans la description, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit et vous pouvez vous désinscrire en un seul clic. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter et d'appuyer sur la cloche pour être sûr de ne rien rater. Ça ne vous coûte rien et c'est vraiment le meilleur moyen d'aider la chaîne pour me pousser à faire plus de contenu. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la cybersécurité.